Bienvenue sur Ici Écho. Le commandement de l'armée libanaise Joseph Aoun a annoncé cette semaine avoir commencé à renforcer le déploiement des troupes dans le secteur au sud du fleuve Litani et à établir l'autorité de l'État en coordination avec la force intermédiaire des Nations Unies au Liban, la FINUL. Cette déclaration intervient à la suite de l'annonce officielle par le gouvernement d'un cessez-le-feu entre le Liban et Israël, entré en vigueur mercredi passé. Cette initiative reflète l'engagement du gouvernement libanais à mettre en œuvre la résolution 1701 du Conseil de sécurité dans toutes ses dispositions. En outre, le commandement de l'armée a appelé les citoyens retournant dans les localités frontalières du sud, en particulier dans les Casas de Tyr, Bent Jbeil et Marjayoun, à respecter les directives des unités militaires et à ne pas s'approcher des zones où se trouvent des forces israéliennes afin de préserver leur sécurité. D'autre part, le ministre sortant des Travaux publics et des Transports, Ali Hamiyeh, a indiqué que les entrepreneurs de son ministère ont entamé les travaux de réhabilitation et ouverture du point de passage de Masna, qui est l'un des principaux postes frontières entre le Liban et la Syrie. Masna est le point de passage le plus utilisé pour le transit des personnes et des marchandises entre les deux pays, jouant un rôle crucial dans les échanges économiques et commerciaux. Le passage a souvent été critiqué pour la contrebande et le trafic illégal des biens, notamment le carburant. Durant cet épisode, nous aborderons la période qui suit le cessez-le-feu, le processus de reconstruction ainsi que les réalités politiques émergentes au Liban. Quelle nouvelle dynamique pourrait se dessiner après la fin de cette guerre? Et cela avec l'expert en politique publique et le directeur exécutif du Civic Influence Hub, Ziad Saïr. Monsieur Saïr, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Donc, commençons directement par les transformations géopolitiques auxquelles le Moyen-Orient se prépare après la guerre au Liban et à Gaza. Quelles sont ces transformations? Ce que nous vivons actuellement dans cette phase très critique au Moyen-Orient est une confrontation violente entre le camp des extrémistes. L'Iran est représenté par ses bras armés, à savoir le Hezbollah au Liban, le Hashd al-Sha'bi en Irak, les Houthis à Yaman, mais aussi les milices iraniennes en Syrie. Israël, d'autre part, reflète la décision américaine pour mettre fin à l'influence iranienne au Moyen-Orient. Et cette perspective américaine n'est pas liée tout simplement à l'influence iranienne au Moyen-Orient, mais à l'alliance iranienne avec la Russie et la Chine. Il faut tenir compte de cet enjeu géopolitique. D'autre part, il y a une émergence d'une diplomatie arabe dirigée par l'Arabie saoudite qui reflète vraiment un essai de rendre équilibre en faveur de la solution des deux États pour la cause palestinienne. Le Liban est victime, et le Liban aussi vit en otage par les Iraniens, ce qui est vraiment catastrophique. Nous sommes victimes de l'attaque israélienne, mais nous sommes aussi... On reste toujours otage? Oui, on reste toujours otage. D'ici une décision iranienne finale de mettre fin à son intervention dans la région. Cette décision va être liée à quoi? Elle va être liée à la fin de l'alliance objective entre les extrémistes, c'est-à-dire il y aura une transformation étatique en Israël elle-même, c'est-à-dire au contraire de toute la promotion que ce sont les extrémistes qui vont diriger Israël dans les 50 ans qui viendront. Nous allons voir dans les 3-4 mois qui viendront un changement structurel en Israël, un changement structurel en Israël et un gouvernement modéré va diriger Israël vers une certaine paix avec les Palestiniens sous la tutelle des Nations Unies, des Américains, mais aussi de l'Union européenne, qui va soutenir un État palestinien souverain. Et d'autre part, nous allons voir... Ça n'a jamais été le point de vue du Likoud, de Ben Rafi, de Smotrich, de Netanyahou. Ça va être le point de vue réaliste.
Parce que tout le monde, les Américains, l'Union européenne, la diplomatie arabe dirigée par l'Arabie saoudite exige un État palestinien et ça ne peut pas tarder. D'autre part, nous allons aussi voir une fin de l'intervention iranienne dans la région et je pense que les Iraniens vont confronter des problèmes nationaux. C'est-à-dire l'Iran aussi est en train d'envisager des changements structurels au niveau du régime, mais au niveau surtout des aspirations du peuple iranien qui est en train de dire d'une façon très claire l'Iran ne peut pas continuer. Est-ce que l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche favorise ce changement? Donald Trump est un deal maker. C'est-à-dire, il n'aime pas les guerres. Il est en faveur d'une paix durable, mais il est en faveur aussi d'un plan économique, social qui vise la prospérité. C'est ici aussi qu'il va rencontrer l'Arabie saoudite et Mohammed Ben Salman. Mais donc voilà, donc quel est le rôle de la communauté internationale aujourd'hui et des pays arabes pour pouvoir donc établir une paix durable dans ce contexte? Tout d'abord, lancer une diplomatie proactive, mettre fin aux extrémismes, que ce soit au niveau des sionistes en Israël, que ce soit de Wilayat al-Faqih en Iran, que ce soit des Ikhwan al-Muslimin qui étaient reflétés par Hamas. Les pays arabes vont remettre en valeur leur diplomatie qui n'est pas tout simplement une diplomatie économique, mais une diplomatie aussi qui pense une certaine arabité modérée et illuminée. Durant cette semaine, le gouvernement avait bien annoncé un cessez-le-feu. Donc, suite à une guerre qui a duré à peu près 2 mois entre Israël et le Hezbollah. Y a-t-il un gagnant dans cette guerre? Ou bien non, c'est tout le monde qui en sort perdant? Tout le monde a perdu, mais surtout cette alliance objective entre les extrémistes Netanyahou et Khamenei qui ont utilisé Gaza et le Liban à travers le Hamas et le Hezbollah. Ce sont les deux camps qui ont perdu. Le camp qui va gagner, c'est le camp de la paix durable. Et ce camp-là doit plutôt se réorganiser, se restructurer, penser la profondeur d'une paix durable, la solution des 2 États, mais aussi le rôle du Liban libre, souverain, modéré, divers, où règne la citoyenneté inclusive. Et le Liban sera en faveur d'une certaine citoyenneté inclusive dans le monde arabe. Et le Liban peut lancer un nouveau essai d'une arabité modérée avec surtout les pays de Golfe, mais avec l'Égypte et la Jordanie. Est-ce que le Hezbollah possède des arguments pour sortir, annoncer être vainqueur de cette guerre? Ou bien dans cette guerre? Sur base de son idéologie eschatologique, Wilayat al-Faqih, il est toujours vainqueur. Il est toujours gagnant. C'est-à-dire, on ne doit pas être surpris par ce narratif. Jamais. Jamais. Il ne sera jamais. Il sera toujours vainqueur. C'est la Wilayat al-Faqih. C'est l'eschatologie iranienne d'un chiisme manipulé. Excusez-moi de le dire, parce que le chiisme de Najaf, ce n'est pas le chiisme de Qom. Il y a une certaine différence. Mais le Hezbollah doit rentrer à sa libanité. Le Hezbollah doit repenser sa cohésion sociale avec les Libanais. Est-ce qu'il est prêt? Je pense que nous allons attendre 3-4 mois avant que le Hezbollah repense vraiment sa mission politique comme les autres partis politiques au Liban et sa mission nationale comme un parti libanais plutôt qu'un bras armé pour la Wilayat al-Faqih en Iran. Comment analysez-vous les détails de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah?
Il est en faveur de qui? Il est en faveur de l'État libanais. Ah, Il est en faveur de la constitution ah, libanaise c'est et de ça. l'accord de Taïf. Hmm. Il est en faveur Est-ce qu'il de est en la faveur de la 1701, de la et ah, c'est 1559, ça. de la Je 1680. voulais poser cette C'est question. très clair. Est-ce qu'il C'est est très en clair. faveur de l'application indirecte de la 1559 tout en appliquant la 1701? Il est en faveur de l'application, de l'introduction de l'accord de Taïf tout d'abord. Oui, il est en faveur de l'application de la 1559 et la 1680. C'est un 1701 plus. Hmm. C'est un 1701 Plus. Hmm. Et c'est clair dans tous les articles de cet accord-là. Mais le clan de la Moumana a sorti dire que non, cet accord-là, le nouvel accord, ne mentionne pas l'idée du désarmement du Hezbollah. Nous sommes habitués à la propagande de Hezbollah et de l'Iran. Aujourd'hui, le Khamenei a envoyé une lettre à M. Naïm Qassem reflétant très clairement qu'ils ont vaincu la guerre, qu'Israël a échoué. Tout d'abord, Israël a échoué, oui, parce que toute guerre est une perte pour tout le monde, comme Pape François a dit. Mais aussi, le Hezbollah et l'Iran, le Hajj al-Sha'b et les Houthis aussi, ont perdu parce qu'ils ont pensé un essai de relancer l'empire iranien dans la région. Et maintenant, c'est la fin de ce rêve. Ziad Saïr, est-ce que vous êtes convaincu que le Hezbollah va appliquer la 1701 et indirectement appliquer la 1559? Est-ce que vous êtes convaincu? Hezbollah est obligé d'appliquer. Hezbollah maintenant, avec tout ce qui s'est passé, avec... Donc le retrait des troupes, le désarmement... Absolument, avec la majorité du peuple. Mais aussi, le peuple libanais est en faveur de l'application de la 1701, 1559, 1680, et pas tout simplement les résidents libanais, mais aussi les expatriés. Voilà aussi un élément que tout le monde est en train de négliger. Les expatriés ont joué un grand rôle au niveau de lobbying aux États-Unis, en France, au Canada, en Australie, en Allemagne, en Italie. Ils ont joué un très grand rôle. Au niveau de la 1701, de la 1680 et de la 1559, et au niveau de cette résolution nouvelle 1701 plus. En ce qui concerne aussi l'accord du cessez-le-feu, pensez-vous que cet accord-là va tenir à long terme et servir à une base, donc dire pour un arrêt durable des hostilités? Regarde, nous faisons face à une trêve de 60 jours tout d'abord, pour initier la mise en exécution de la 1701. Il faut observer, il faut être patient, mais il faut surtout compter sur le rôle de l'armée libanaise. C'est ça. Et l'armée libanaise est le garant de la restauration de l'État libanais, très bien, de la constitution et de la souveraineté libanaise. Mais est-ce que l'armée libanaise a les capacités? L'armée libanaise a toute la légitimité. Et la légitimité, la légitimité tout d'abord. Mais légitimité sans capacité? Toute capacité vient de la légitimité. C'est pour cela, l'armée libanaise, bien qu'elle a toute la légitimité, elle a toutes les capacités. Et hier, on a accompagné ensemble sur les TV l'arrivée des troupes de l'armée libanaise partout au sud. Et on a aussi accompagné les discussions chaudes au niveau du Conseil de Premier ministre, où il y a eu une certaine tension entre les ministres de Hezbollah et indirectement avec le chef de l'armée libanaise qui fait un rôle excellent. Et on a besoin de lui comme chef de l'armée libanaise. Et comme président de la République? Comme chef de l'armée libanaise. C'est le rôle de Joseph Aoun maintenant. Et nous sommes en train de soutenir son rôle. Maintenant. Après, c'est une autre question. Vous dites quoi à propos de Joseph Aoun, donc voilà, qui est aujourd'hui une des personnalités qui sont prêtes aussi à tenir la présidence? Il est chef de l'armée libanaise, on a besoin de lui comme chef de l'armée libanaise. On a beaucoup de compétences au niveau des personnalités civiles. Donc, on doit élire un président maintenant. Israël a reconnu avoir capturé des membres du Hezbollah, des otages.
Mais l'accord signé ne mentionne pas l'idée, donc, ou bien le dossier de ces prisonniers. Qu'en pensez-vous? Qui va négocier au niveau L'État aujourd'hui libanais. de ces otages? L'État libanais. Il n'y Ah, aura plus un retour il y à avait une les négociation Allemands indirecte entre qui... le Hezbollah et les Allemands, oui. entre le Hezbollah et la Croix-Rouge. C'est Pourquoi vous maintenant êtes aussi, pourquoi vous êtes aussi convaincu? parce que c'est la période de la restauration de l'État libanais, c'est la période de rendre compte et mettre en relief la souveraineté de l'État et le rôle de l'État à Donc vous tous allez les me dire niveaux. que c'est l'État libanais et l'armée libanaise, et l'État libanais qui vont négocier au niveau des otages. L'esprit de l'État libanais a gagné dans cette guerre, malgré toutes les destructions, malgré toutes les souffrances, mais c'est l'esprit de l'État libanais, c'est la Constitution qui a vaincu dans cette guerre. Quel scénario prévoyez-vous après les 16 jours, les 60 jours de mise en place, de mise en œuvre des clauses de cet accord? Une solution des problèmes frontaliers avec Israël, une solution, si je peux dire, transitionnelle, mais qui ouvre la voie à une solution durable, surtout si l'Arabie saoudite continue à lancer sa diplomatie proactive pour mettre fin au conflit israélo-palestinien. Et le Liban va être un élément structurel pour mettre fin à ce conflit, surtout avec le retour à l'agreement de 1949 entre l'Israël et le Liban, la 1701, mais pour penser ensemble comment exécuter une paix durable et comment rendre au Liban son rôle comme espace de liberté, de diversité, de démocratie, mais aussi d'une citoyenneté inclusive et d'une arabité modérée. Vous êtes d'accord que le slogan de l'unité de front, bien des fronts, a détruit le Liban? Je pense qu'il y avait une unité de fond, pas de front. Et ils ont perdu le front et le fond. C'était une certaine propagande, une idéologisation armée d'une pensée religieuse qui n'a rien à faire avec le pragmatisme politique et qui n'a rien à faire avec le rôle du Liban et le rôle de ces bras armés qui sont contre l'identité nationale des pays où ils ont été créés. Quel est l'état réel du Hezbollah aujourd'hui? Il est en trouble. Il est vraiment en Mais trouble. Naïma s'est sorti dire que Il est non, en trouble. on a mis en place une restructuration interne, donc tous les postes vacants, donc voilà, maintenant sont pleins et on est prêt, etc. Donc vous n'êtes pas d'accord? Il y a une contradiction. Comment il accepte l'exécution de la 1701 et de l'accord de Taïf et il part d'une Donc il a été restructuration obligé d'accepter la normale. 1701. Mais sûrement, Ouais. voilà. Il est obligé d'accepter parce que tout d'abord, le peuple libanais est en faveur de mettre fin à un non-state actor qui contrôle le pays. Mais vous pouvez accepter la 1701 avant la guerre. Qu'est-ce qui a changé ce positionnement? C'est l'Iran qui n'a pas accepté la 1701. C'est l'Iran qui a poussé le Hezbollah à entrer dans cette guerre-là parce que l'Iran pensait négocier à travers le Hezbollah, à travers le Houthis, à travers le Hashd al-Sha'bi, Et pourquoi l'Iran a laissé le Hezbollah seul? Parce que Ce détachement. pour l'Iran, le Hezbollah est un bras armé qui fait l'intérêt de l'Iran, qui n'a rien à faire avec l'intérêt du peuple libanais. C'est ça. C'est très simple. Parlons reconstruction. Qui soutiendra le Liban dans le processus de reconstruction? Et les pays arabes, ils vont attendre quoi pour pouvoir intervenir? Ils vont attendre tout d'abord l'État. Le plan étatique. De deux, le positionnement de l'État. Le positionnement de l'État au niveau de l'exécution de la 1701 et du lendemain de la souveraineté de l'État libanais. 3, un plan de reconstruction où règne la transparence, la compétence,
la bonne gouvernance. Si quelqu'un pense qu'on va reconstruire comme on a fait en On va enlever de 2006, l'argent, on va donc, ça ne va pas se faire. ouais, avec les caisses, etc. Et ici, l'introduction, c'est élire un président, une présidente, un gouvernement de mission gouvernance, très claire, une transparence, bonne gouvernance et réforme. exécuter la Constitution dans toutes ses réformes, exécuter les résolutions onusiennes, mais aussi lancer le plan de réforme financier, économique et social. Mais à quelles conditions? À condition, Ce soutien? à condition que le Liban rentre de nouveau dans sa relation avec la communauté internationale et la communauté arabe comme un État souverain où règne le droit et la Constitution. C'est ça. De Liban au lendemain de la guerre, quelles sont les priorités? Comment peut-on reconstruire l'État et sur quelle base? Le Liban a besoin d'un nouveau leadership. Je vais être très clair. Le leadership d'avant ne peut pas continuer business as usual. Un nouveau leadership, exécuter toutes les réformes de la constitution libanaise et de l'accord de Taïf. 3. Les résolutions onusiennes. 4. Restructurer la mentalité libanaise vers la citoyenneté. Et si quelqu'un pense que Dieu pardonne le passé est une équation acceptable au Liban, Dieu ne peut rien pardonner et le peuple libanais ne peut rien pardonner. Le peuple libanais a besoin maintenant de restructurer ses obligations, sa présence au niveau de son identité nationale, mais aussi de sa relation avec la communauté internationale et de la communauté arabe comme un pays de liberté, de diversité, de démocratie, mais surtout d'un vivre ensemble où règne la citoyenneté inclusive. C'est le modèle libanais. C'est le modèle libanais de la paix. C'est la parole du pape François depuis 2 ans qui disait « Le Liban a été fondé pour promouvoir la paix, pas pour promouvoir la guerre. » Vous êtes expert en politique publique. Un État existe sur la nature du système politique. Au Liban, après 100 ans, le modèle a-t-il échoué? Le comportement politique a tué le système politique libanais constitutionnel. Il y a une grande différence. Le problème ne réside pas dans le système politique, ne réside pas dans la Constitution. Bien qu'il faut être ouvert à toute forme de discussion sur le système politique, mais les réformes qui ont été discutées à Taïf n'ont jamais été... Donc vous voulez me dire que la démocratie consensuelle aujourd'hui a échoué? Il y a eu une manipulation. On n'est plus jamais dans une démocratie constitutionnelle, on est dans une vétocratie. Il y a une grande différence. C'est ça. Il faut restructurer le principe de la démocratie constitutionnelle et c'est là où Arend Leibhardt a dit le modèle libanais est un modèle qui peut être étudié et qui peut être une solution pour toutes les sociétés pluralistes. Et donc le multiconfessionnalisme peut toujours exister. Sûrement, il doit exister, c'est une richesse, le multiconfessionnalisme. Il faut dire ça. Mais il faut penser, renforcer la citoyenneté inclusive. Nous sommes tous des citoyens, mais on doit respecter comment gouverner dans un pays aussi identités. multiconfessionnel? État de droit. Confession, oui. État de droit citoyen. Et appliquer la Constitution. Droit citoyen et appliquer la Constitution. La Constitution du Taïf a parlé de plusieurs réformes. De plusieurs. L'administration, la décentralisation administrative élargie, l'abolition du confessionnalisme, mettre fin à toutes les milices libanaises et non libanaises, une loi électorale où règne l'équilibre, pas entre les confessions, l'équilibre au niveau de la pensée nationale libanaise
l'établissement d'un Sénat. C'est là où on discute ensemble nos divergences confessionnelles. Est-ce que le pacte national a échoué? Et est-ce qu'au Liban, nous avons besoin d'un nouveau pacte national, social, On a besoin entre citoyens et citoyens? d'élargir notre pensée vers une citoyenneté inclusive avec la neutralité du Liban. Voilà la sira, voilà le pacte. Le pacte, c'est la neutralité. Ni Orient, ni Occident. Ce ne sont pas deux négations. Mais est-ce qu'on fait face à une restructuration du système politique? Donc, dire ici fédéralisme, division. Le fédéralisme est un système noble, cher ami. La décentralisation administrative élargie est un système administratif noble. Administrative et financière. Oui, mais le problème ne réside pas dans la constitution, dans le système politique. Le problème réside dans l'absence des hommes et des femmes d'État au Liban. Mais donc le Liban n'a pas perdu sa mission civilisationnelle? Pas du tout. Le Liban va garder sa mission civilisationnelle, mais on a besoin d'un retour, tout d'abord, à notre conscience nationale et à notre identité nationale. À quel prix pour finir? Au prix, Et qui va payer ce prix-là? c'est l'accountability. C'est-à-dire, on doit interroger tous les gens qui nous ont menés à cette crise existentielle. Bien voilà, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, Ziad Saïr. Vous êtes expert en politique publique et aussi vous êtes le directeur exécutif du Civic Influence Hub. Merci beaucoup. Avant de terminer cet épisode, il faut rappeler que la Banque du Liban a émis cette semaine une circulaire demandant aux banques de verser début décembre 2 mensualités aux bénéficiaires des circulaires 158 et 166 qui portent sur les retraits bancaires exceptionnels de dollars frais en raison des circonstances urgentes que traverse le pays. Ainsi, les déposants bénéficiant des circulaires ou bien de la circulaire 158 percevront 800 $ en espèces en novembre au lieu de 400 en espèces en décembre au lieu de 400, tandis que ceux qui bénéficient de la circulaire 166 recevront 300 $ au lieu de 150. Pour des raisons similaires, la BDL avait déjà modifié en novembre et en octobre et pour une seule fois les circulaires 158 et 166 pour permettre aussi aux déposants éligibles de recevoir des mensualités pour plusieurs mensualités pour les mois d'octobre, novembre et maintenant pour le mois de décembre. Voilà mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pourrez voir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.